Bonjour à toutes et à tous. Je dois excuser Madame le maire qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Effectivement, à Saint-Fond, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Malheureusement, c'est un territoire très intéressant, puisque encore il y a quelques jours, on était avec un camion d'acide sulfurique qui s'était renversé sur le périphérique, avec des répercussions sur tout le sud de l'agglomération. Donc voilà, avec les collègues de la métropole, on a bien œuvré encore une fois. Alors là, je vous propose de vous concentrer sur deux événements qui ont eu lieu en 2015-2016. Pour vous présenter rapidement Saint-Fond, c'est quand même un territoire avec des enjeux assez sympathiques. 600 hectares que vous pouvez couper du nord au sud, et avec la moitié intégrée avec des sites Céveso, avec d'autres installations classées, et puis sur la partie est, des habitations, du tertiaire, des commerces. Et donc sur la partie est, on est à peu près à 2500 habitants au kilomètre carré. À cela, vous pouvez ajouter les travailleurs, les touristes, les personnes en transit sur le périph'. Et donc vous avez un bassin de vie. C'est-à-dire que le piège dans les plans communs de sauvegarde, c'est de travailler en se disant nombre d'habitants. Nous, on essaie de travailler en termes de bassin de vie et de se dire les personnes sur le périph', les personnes qui, la classe de périscolaire qui fait la journée porte ouverte sur le bas, sur le port Édouard Herriot, par exemple, il faut qu'on le prenne en compte. 3 grands groupes chimiques mondiaux et évidemment du transit ferroviaire puisque au niveau national, ça passe aussi en partie à Saint-Fond. Face à ça, vous avez une dizaine de risques majeurs avec des sous-scénarios, ce qui fait que le plan communal de sauvegarde, au début, on voulait faire un plan par scénario. On a oublié cette option et maintenant on part sur un plan tronc commun avec une adaptation en fonction des informations disponibles en temps réel. Voilà, je vais passer ça. Alors, premier événement qui était assez intéressant, je vous mets en condition, vous sortez une feuille blanche, vous entendez une sirène, on perçoit une sirène de fin d'alerte. Donc sur Saint-Fond, on peut percevoir 14 sirènes différentes. Entre les sirènes POI des installations classées, entre le système d'alerte d'information de la population avec les sirènes de la préfecture, avec les systèmes d'alerte qui équipent nos groupes scolaires. Quand j'ai un riverain qui me dit « il y a une sirène », d'où ça vient, il faut un peu de temps pour savoir ce qui se passe. Donc ma collègue appelle la plateforme des pompiers privés, c'est notre principal interlocuteur, qui eux sont comme nous, ne savent pas d'où ça vient. Et finalement, on va savoir que c'est une entreprise chimique qui a bien un nuage toxique déclenché, et l'entreprise recommande le confinement du personnel. Point barre. Donc là, immédiatement, on confine le bâtiment dans lequel je suis. Et pendant que ma collègue rappelle l'entreprise pour avoir plus d'informations, pour savoir quelles sont les conséquences potentielles à l'extérieur de l'établissement, eh bien, on contacte la hiérarchie, les élus d'astreinte, les cadres d'astreinte, et on met en préalerte tous les membres de la cellule de crise. Donc pour le moment, les établissements scolaires, les établissements de la ville ne sont pas alertés. Petit point de contexte, on sait que j'ai des agents qui étaient avec moi au centre de vidéoprotection et qui se plaignent depuis 1 heure de picotement dans la gorge. Donc au début, je n'y prêtais pas attention. À Saint-Fond, on a vraiment des produits, ça sent la vanille, ça sent les égouts, ça sent plein de choses, donc c'est pas exceptionnel qu'un jour, il y ait des picotements dans l'air. Mais bon, voilà, quand vous avez une alerte et des picotements, vous passez un cran de stress supplémentaire. Et puis, vous avez le plan RSEC qui vous dit quand même que c'est pas anodin comme événement sur ce site-là. Évidemment, il est 11h23, parce que sinon, c'est pas drôle. Et 11h23, vous avez déjà la sortie des écoles à prendre en compte. Et puis, plein d'autres contextes qui font qu'à un moment donné, l'élu d'astreinte me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, on désespère de rappeler les pompiers, on désespère de rappeler l'exploitant, et on n'a aucune information, ça sonne dans le vide. Pourquoi ça sonne dans le vide ? C'est parce que le nuage toxique impactait la cellule de crise de l'exploitant. Donc le temps que l'exploitant active la seconde cellule de crise, eh bien, il s'est passé 30 minutes. Et donc pendant 30 minutes, quelles consignes vous donnez à la population ? Alors vous reprenez votre plan communal de sauvegarde, ou vous prenez un POMS, hein, c'est pareil, c'est la même méthode, vous regardez les consignes, et alors c'est oui, non, mais il n'y a pas la case « je ne sais pas ». Voilà, donc on va voir comment on a traité
après. Quasiment 1 an et demi plus tard, un autre événement sympathique, là c'était carrément un déclenchement d'un plan orsec, puisque un autre site chimique prend feu. Et donc là, le moyen d'alerte, ça a été un collègue qui m'appelle sur mon portable en me disant « T'es où ?» Je suis à mon bureau. « Mais tu vois pas ?» « Non, je vois pas. » Alors je tourne mon siège et effectivement, un gros panache à travers la fenêtre. Donc là, action réflexe, vous réfléchissez pas et vous partez. Là, par contre, la cinétique, elle est aussi tout aussi rapide. Là, c'est 2 événements cinétiques rapides, effets immédiats. Vous n'avez pas 2 heures pour vous préparer avec eux et mettre en place un périmètre de sécurité. C'est vraiment des réponses immédiates. Céveso, voilà. Vidéo, ah oui, alors ça, c'était sympa. Twitter, en direct. Périscope, il y a un gars sur l'autoroute qui filmait en direct. Et donc ça, c'était très intéressant pour nous parce qu'on savait vraiment quel phénomène on avait à prendre en compte. Tandis que le nuage toxique, malheureusement, on n'a pas eu de vidéo amateur sur place. Alors, 4 diapos pour vous montrer un petit peu le mode d'action et pour comparer les 2 événements. Alors, je ne vois pas très bien, je suis désolé, je vais rester derrière le pupitre. Première méthode, donc le nuage toxique. Analyse bénéfice-risque. C'est-à-dire, quand on ne sait pas, est-ce qu'on a meilleur temps d'agir ou de ne pas agir? En fait, la question, ça a été ça. Tandis que lors de l'incendie, on savait quoi faire. Le plan communal de sauvegarde, les formations des cadres, tout le monde savait quel était le tempo, quelles décisions pouvaient être prises. L'exploitant, là aussi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, aucun contact avec l'exploitant dans les premières minutes. Donc là aussi, c'est quelque chose que j'expliquais en formation et qui a pris tout son sens lors de cet événement-là. Quand je disais à mes élus, mais n'essayez pas d'avoir des informations vérifiées dans les 30 premières minutes, c'est impossible. Les pompiers ne sont pas sur place, l'exploitant ne connaît pas les interactions des produits, le temps de sortir les fiches sanitaires des produits, on ne peut pas vous donner de consignes. Donc on est vraiment totalement dans le principe de précaution. Sur les informations, comme je disais, que des présomptions dans le premier cas. Ma première réaction, quand on prend le plan Orsec et qu'on lit, on sait que c'est un nuage de chlore, que dans les 5 minutes, vous avez de grosses chances d'être incommodé, voire mortellement touché. Le fait que je sois encore en ligne avec mon élu d'astreinte me faisait dire que finalement, ça devait être très localisé. Donc, quand il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis dans le deuxième cas, l'incendie, les informations étaient assez désordonnées, non hiérarchiques. En fait, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en relais, en mairie, j'ai pas eu de relais pour faire la coordination avec les autres services. Autant le lien avec la hiérarchie se faisait bien, mais l'information descendante a eu du mal à descendre. Voilà. Ça a été un gros enjeu. Toujours dans l'idée, est-ce que je confine ou pas? Alors finalement, première possibilité dans le nuage toxique, on s'est dit, on a les parents qui sont devant. Si les parents, après coup, se disent, la mairie n'a rien fait, on va être mal. Et donc l'idée, c'était de se dire, peut-être que l'événement ne mérite pas un confinement, mais d'un autre côté, si la prochaine fois, ça devait mériter un confinement, ce serait bien que les gens nous fassent confiance. Et pour ne pas perdre cette confiance, en accord avec l'adjoint, on a confiné les écoles. Dans le doute, on s'est dit, la prochaine fois, ça se produira, on aura besoin que les parents nous fassent confiance, donc on confine. Et on préfère prendre une disposition rapide et immédiate. Pareil pour l'incendie, là, j'étais en transit vers le PC exploitant, tout de suite, l'ordre a été donné de confiner les groupes scolaires. Le pendant, quand je suis arrivé auprès du commandant des opérations de secours, ça a été de se dire, attention, il ne faut pas non plus trop confiner, parce que sinon, si Saint-Fond se confine, les communes voisines vont se confiner, l'agglomération lyonnaise va se confiner par précaution, et on va se retrouver avec une métropole entière confinée, alors que l'événement est très localisé et ne mérite pas un confinement complet. Donc, ce qui est l'enjeu pour nous, quand vous montez en puissance très rapidement, c'est de se dire attention, faut pas aller trop fort non plus. Hein, c'est le curseur, et on n'a pas de recette miracle. Hein, bien malin à qui sait réagir avec bon escient le jour J.
Lien avec le directeur des opérations de secours, donc l'adjoint au maire et puis Madame le maire directement, ça a été très facile, direct, à l'écoute, disponible. Et puis lien avec les secours, dans le premier cas, aucun, puisque en fait, les pompiers ne se sont pas déplacés. Et dans le deuxième cas, on était directement auprès du poste de commandement opérationnel, donc on avait accès à toutes les informations et à toutes les mains courantes. Je passerai rapidement là-dessus, vous aurez le slide, donc du coup vous pourrez retravailler dessus. N'hésitez pas à me contacter aussi, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de questions, enfin de précisions. Juste pour vous dire que le plan Orsec, ça m'a bien occupé puisque j'ai à peu près traité une 50aine d'appels en 2 heures. Que l'histoire des batteries de portable à charger, c'est pas anodin et que voilà, il faut avoir des batteries externes, je vous conseille fortement. Que la 4G, ça marche bien, mais que ça peut vite devenir plus compliqué. Donc rien que pour envoyer des pièces jointes, des mails sans 4G au PC exploitant ou au PCO, ça ralentit. Voilà, ça ralentit. Que les médias sociaux aussi sont un vecteur où clairement la ville n'est pas dimensionnée pour faire face à ça. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais, vous pouvez avoir des remontées de terrain, vous pouvez avoir des rumeurs, de la désinformation, des contre-vérités, des attaques personnelles, des règlements de compte. Et donc les médias sociaux en cas de crise, nous, à la ville de Saint-Fond, on n'est pas dimensionné pour faire face, mais il y a un vrai enjeu derrière. Et je ne sais pas gérer. Alors il y a effectivement Visov, vous connaissez peut-être, c'est une association nationale avec des bénévoles qui font leur relais et qui peuvent travailler avec les collectivités, les autorités, les services de secours. Ça, c'est un domaine, à mon avis, où il reste pas mal de choses à faire. Interaction avec les communes, la métropole. Dans le premier cas, ça allait tellement rapidement qu'on n'a pas pu travailler ensemble. Et puis dans le deuxième cas, le plan Orsec, c'est rien de formalisé dans le plan communal de sauvegarde, mais c'est une histoire de personnes, voilà, vraiment, et de confiance. On en revient toujours à ça. La presse, alors ça a été sympa aussi à gérer. La presse, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est-à-dire que la presse est demandeur. C'est-à-dire la presse, elle propose de nous aider, de faire passer des messages. Et sur le plan Orsec, vraiment, ça a été bien pris en compte par les services de la préfecture. Enfin, voilà, donc ça s'est bien passé. Par contre, si j'avais pas eu l'attaché communication de la préfecture, je suis pas sûr que nous, ville de Saint-Fond, on ait pu gérer comme ça. Sur un premier bilan, gros point positif pour nous, le nuage toxique, on a eu un lien immédiat avec l'exploitant. Donc là déjà, on savait quel était le type de phénomène. Est-ce que c'était un incendie, un nuage toxique, je sais pas, une surpression. Donc ça, très vite, l'exploitant a pensé à appeler la mairie. Alors après, effectivement, les informations, on n'a pas pu les exploiter parce qu'elles étaient imprécises, mais au moins ça a le mérite de se dire les conventions d'assistance qu'on a signées avec l'UIC et puis le Spiral, et ben finalement, ce travail de fond qu'on a mené pendant toutes ces années, ben voilà, ça commence à... Enfin, c'est pas que ça commence, ça continue à prendre. Donc c'est bien. Coupure des ventilations des bâtiments, utilisation on a des systèmes dans les groupes scolaires, c'est grosso modo des haut-parleurs qui diffusent un message préenregistré, donc c'est activable à distance depuis notre cellule de crise. Donc ça a bien fonctionné. Et du coup, ce matériel-là, dans le deuxième cas, il nous a posé un souci. C'est-à-dire que quand le préfet nous a dit vous pouvez déconfiner les groupes scolaires, hop, on a envoyé notre message, déconfinement des groupes scolaires, tout va bien. Sauf que le rectorat derrière, lui, a appelé par téléphone chacun des groupes scolaires, et comme il n'y avait pas encore eu l'information du préfet, le rectorat donnait la consigne de se confiner. Donc à un moment donné, le directeur avait le message de la ville en disant « vous pouvez sortir », et le message de la hiérarchie qui disait « restez bien à l'abri ». Donc là aussi, quand dans les plans Orsec, on voit que le maire concourt à l'alerte des populations, c'est bien sur le papier, mais dans les faits, on voit que ce n'est pas si simple. Donc ces systèmes-là, ils sont perfectibles, donc on a engagé des crédits pour les moderniser. Au niveau des améliorations, effectivement, on a revu les actions réflexes avant la phase PPI, c'est-à-dire que quand le préfet prend la main, ok, la ville se met à disposition et on décline.
Tandis que quand la mairie est en première ligne, c'est un petit peu différent, donc il faut travailler un petit peu plus cette phase POI, plan d'organisation interne, quand l'entreprise Céveso déclenche son plan d'urgence. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai pu faire passer un message auprès des élus et auprès des équipes en se disant les bâtiments de la ville doivent, outre les groupes scolaires, les personnels doivent connaître les consignes. Donc jusqu'à présent, on avait les affiches de la campagne du Spiral, hein, les bons réflexes. Donc ça, le personnel les connaissait, c'était à disposition, affiché, on en avait discuté. Mais on voyait bien que ces affiches-là étaient insuffisantes. C'est-à-dire que les gens ne l'avaient pas forcément assimilé, n'avaient pas pris la mesure, n'avaient pas pris l'ampleur des consignes qui sont écrites. Oui, c'est facile de dire « confinez-vous », c'est facile de marquer et de lire « arrêtez les ventilations ». Mais en fait, on voit que si vous coupez la ventilation, le serveur de l'hôtel de ville va tomber en panne. Si vous n'avez plus de serveur de l'hôtel de ville, vous n'avez plus de réseau. Donc du coup, la gestion de crise, elle est un petit peu plus compliquée. Donc là, on travaille à travers les POMS à mettre en place des précisions. On a renforcé les astreintes. Donc ça, c'est l'incendie du 28 juin qui a montré que vous avez beau avoir tous les équipements, le matériel, les procédures, si derrière, vous n'avez pas le cerveau et deux bras, ça ne peut pas fonctionner. Donc là aussi, on a retravaillé avec des astreintes. Par exemple, l'astreinte informatique, hop, elle a été mise à contribution sur le plan communal de sauvegarde. On a les gardiens aussi, les gardiens des sites sportifs et des groupes scolaires qui sont d'astreinte. Eh bien, on peut les solliciter en cas d'urgence. On va travailler aussi sur un message de vigilance. Ça rejoint ce que tu disais, François, sur le message d'avertissement. Effectivement, on s'est rendu compte que dans le plan, on avait un message d'information, il se passe quelque chose à la ville de Saint-Fond, un message d'évacuation, un message de confinement, un message de fin d'alerte. C'est déjà pas mal. Et on a rajouté finalement un message d'avertissement, un message de vigilance en disant « il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, préparez-vous au pire et on vous recontacte ». Je fais court. Après, on m'a dit que le message n'était pas assez glamour, donc il faut que je retravaille sur les images. Mais voilà, l'idée c'est de se dire voilà, on est dans les 30 premières minutes, prenez vos dispositions et patientez. Et c'est frustrant pour tout le monde, hein, que ce soit des élus jusqu'aux gardiens des sites, voire aux parents, voire aux enfants. C'est stressant de ne pas savoir. Mais il faut qu'on apprenne à ne pas savoir et à prendre des mesures par précaution. En termes de fonctionnement interne, on a identifié que les directeurs n'étaient pas suffisamment formés. Donc on a fait une campagne de rappel. Et puis on a retravaillé, la ville a réorganisé son service. Auparavant, j'étais rattaché au service technique. Dorénavant, on a une direction de la tranquillité publique et de la prévention. Et donc l'idée, c'est vraiment de centraliser tout ce qui est pouvoir de police du maire et intervention en urgence. Retour d'expérience en matière de l'information. La rapidité de la rumeur, exemple typique, ma collègue qui est opératrice avait sa fille dans un groupe scolaire, ce qui veut dire que quand moi j'ai donné l'ordre de confiner le bâtiment dans lequel nous étions et que les groupes scolaires pour le moment n'avaient pas été mis en confinement parce qu'on ne savait pas et qu'on attendait un peu de savoir, tout de suite elle a fait un SMS en disant nous on est confinés. Donc après ça part très très vite. Sa sœur, qui est résidente sur un plateau qui surplombe la zone industrielle, sa sœur a vu le nuage traverser le périph'. Et donc a tout de suite appelé sa sœur en disant voilà, moi je te dis ce que j'ai vu. Ça c'est une information qui est intéressante de faire remonter du terrain. C'est pas du tout, on peut pas la formaliser cette remontée de terrain, mais il faut qu'on soit à l'écoute. Les consignes, j'en ai parlé. Gestion, alors pour l'incendie, gestion du non-confinement plus complexe que le confinement. Donc très rapidement, sur l'incendie dans le site Céveso, on s'est aperçu que le hangar en feu était un hangar de produits finis. C'était du stockage, donc c'était des matières qui brûlaient, mais il n'y avait pas de risque toxique. Au-dessus, vous aviez une canalisation de matières dangereuses, mais elle avait été immédiatement mise en sécurité par les automatismes, les actions passives de l'établissement.
Et donc du coup, certes, c'était un beau panache qui se voyait à des kilomètres à la ronde, mais ça ne nécessitait pas de bloquer toute l'activité de la zone, voire de la ville. Et bien finalement, de dire aux agents, mais continuez de travailler tranquillement, il n'y a rien, alors qu'ils visualisent un panache, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et là, on a eu du mal à l'expliquer, en disant, mais il n'y a pas besoin de confiner. Et leur réponse, c'était de dire, mais si vous ne confinez pas alors qu'il y a ça, quand est-ce qu'il faut se confiner? Alors, c'est quand vous voyez un nuage vert, jaune, blanc, ça passe pas. Donc clairement, là, il n'y a que la formation préalable qui fonctionne. Et donc, ça confirme l'utilité des POMS en se disant, je mets en place des procédures, j'achète du matériel, et non seulement je vais former mon personnel et pouvoir distiller des conseils de comportement. Il n'y a que comme ça. Parce que sinon, dans la vraie vie, ils ne me croient pas. Je me suis aperçu aussi que les fiches du plan communal étaient trop... c'était des logigrammes avec des cases, des flèches, des questions bêtes. Oui, non. Et ça, pour ma hiérarchie qui est plutôt administrative, ça ne passe pas. Donc, je ne me suis pas luché le plan communal de sauvegarde. Il y a quand même 87 cases. Donc, il y a 87 étapes dans le plan communal de sauvegarde, ou dans le POMS, parce que pour moi, c'est la même méthodologie. Et c'est plutôt du littéraire. Donc, voilà, moi, je m'adapte à mon public cible. Donc, moi, je travaille plutôt sur les logigrammes. Ceux qui doivent l'utiliser doivent aussi avoir un outil adapté, avec des images. C'est important. Il faut qu'il soit glamour. Main courante partagée d'USDEMIS. Alors ça, c'est un vœu qui, a priori, va être exaucé. La préfecture et le service départemental d'incendie et de secours, et métropolitain, travaillent sur un logiciel qui permet de communiquer entre les services. Donc je m'explique, c'est un extranet. Le SAMU, les pompiers, la préfecture, les collectivités sont reliés dessus. Et donc nous, on peut bénéficier de la lecture et de l'écriture pour partager les informations. Ça, c'est extrêmement utile. Et c'est un outil qui va vraiment nous apporter beaucoup d'informations, plus que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Groupement d'achat pour automates d'appel en masse, ça aussi, j'y réfléchis. Enfin, ce que vous avez fait ici, il faut évidemment qu'on le fasse sur la vallée de la Chimie, parce qu'on voit que si il se passe un événement particulier à Saint-Fond, c'est toute l'agglomération qui est impactée. Donc, il faut qu'on ait une gestion, plutôt une vision intercommunale. Toujours l'idée du bassin de vie. Alors, je fais un focus sur les POMS. Donc, l'idée, Saint-Fond, on a des périmètres PPI qui englobent la totalité de la ville. Alors, si je prends les périmètres PPRT, plan de prévention des risques technologiques, effectivement, je pourrais me contenter de travailler sur une partie des sites de la ville. L'idée, c'est de se dire quand même qu'il faut prévoir le pire. Et le pire, un scénario PPI, on peut nous dire que c'est pas probabiliste, qu'on peut éviter certains scénarios. Nous, on a fait le choix de déployer des POMS sur la totalité des bâtiments municipaux, en se disant aussi que si nous avons des mutations professionnelles d'un bâtiment à un autre, des ATSEM, même des agents, des techniciens, des adjoints, eh bien, le fait qu'ils aient déjà été formés aux POMS dans le bâtiment d'origine facilitera l'intégration et l'assimilation de la nouvelle procédure dans le nouveau bâtiment. Donc on a acheté du matériel, qui est ici. Hop. Grosso modo, c'est une malle. Oups, excusez-moi. Alors, il y avait un représentant de Miramas, je crois. Oui. Vous êtes en avance sur nous, parce que les seuls fournisseurs que j'ai trouvés, ils sont du sud de la France. Donc, tout ce qui est PPMS, POMS, matériel dédié, on voit que voilà, ça mûrit bien chez vous. Merci. On bénéficie de votre investissement. Et donc, du coup, c'est une malle qu'on peut personnaliser. Donc, moi, on va rajouter une centaine de couvertures de survie. Enfin, on va rajouter du scotch pour confiner, des documents d'information préventive. Et donc, le POMS, on avait travaillé avec le Grand Lyon via l'IRMA sur 2 sites expérimentaux et de se dire, voilà, les 2 bibliothèques, on en a une au centre-ville, une sur le plateau des Clochettes. Comment on travaille sur les procédures par rapport au plan communal de sauvegarde, toujours en souci d'être cohérent avec les plans de secours existants. Et suite à ça, ces 2 POMS vivent bien.
Enfin, clairement, moi j'ai des bons retours des agents qui sont même étonnés qu'on ne fasse pas plus d'exercices confinement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a bien fait un travail de fond. Et donc tout l'enjeu pour nous maintenant, c'est de le déployer sur les 53 bâtiments. Et donc on l'a décliné. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un POMS commun avec des procédures identiques. Et après, c'est à travers les schémas, à travers les plans des bâtiments, où on va venir personnaliser l'organisation du bâtiment. Où sont le sas d'accès des secours, où est le téléphone, où doit se situer la cellule de crise, où est la cellule de confinement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un POMS commun. Comme ça, si on me dit j'ai perdu l'exemplaire du POMS, je peux en éditer un rapidement. Et après, il n'y a que le plan à réimprimer. Donc ça, c'est plutôt assez facile. Le gros point négatif à laquelle je n'ai pas encore de réponse, ce sont tous les petits ERP dans lesquels je n'ai pas de gardien ou je n'ai pas de directeur. Donc je pense au hall des fêtes, aux salles de réunion, où là, vous avez des associations qui viennent en libre service. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour stocker ce matériel-là, puisque je sais qu'il va disparaître assez rapidement. Donc, il faut que je trouve un système pour sécuriser tout ce matériel. Et je ne parle pas de la formation. Parce que, alors, l'idée, enfin si, je vais en parler, pardon. L'idée, c'est d'avoir une seule formation de 20 minutes sur 3 thématiques. La sécurité incendie, parce que là aussi, on voit que notre personnel peut faire des progrès sur la sécurité incendie, qui sont des procédures différentes du POMS où on confine, qui sont encore d'autres procédures que Vigipirate. Donc on va faire une formation pour toucher les 3 thématiques. Et par contre, on va dissocier les outils. C'est-à-dire qu'il y aura bien des outils particuliers pour la sécurité incendie, des outils pour le confinement risque majeur, et des outils avec des consignes, des plans propres à Vigipirate. On travaille, voilà, notre axe de travail, c'est vraiment là-dessus. Pour vous dire un petit peu, enfin, pour visualiser concrètement les efforts que la ville a fait en matière d'investissement, vous voyez qu'on a un centre de vidéoprotection où on s'est posé la question du fonctionnement en 24/24. Est-ce qu'un opérateur doit être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 présent dans les locaux? Donc l'idée, ça a été de dire, non seulement ils sont pour la vidéoprotection, mais ils centralisent toutes les alarmes de la ville, ils centralisent toutes les alarmes des autorités, et ce sont des opérateurs qui peuvent ensuite transmettre des alarmes, traiter des informations, déclencher des systèmes. Donc pour nous, c'est vraiment le point central, c'est le centre de vidéoprotection. On a aménagé un poste de commandement qui est mis à disposition du préfet en cas de déclenchement du plan Orsec, s'il le souhaite. Et vraiment, pour moi, le point névralgique, c'est au niveau de la RH, puisqu'on a conforté les astreintes avec forcément l'élu d'astreinte, un cadre ou une cadre d'astreinte, un technicien d'astreinte, un responsable de la police municipale, un gardien et une astreinte informatique. On a des portatifs radio, on a conventionné avec non seulement les sites Céveso à l'origine du risque, mais aussi avec des partenaires. L'idée, c'est d'être encore plus efficace qu'une réquisition et de gagner du temps. Donc, des moyens de transport, des interprètes, l'accompagnement juridique, des moyens matériels, couches-culottes, matériel d'hygiène. Pour la restauration, voilà, on a des pique-niques prêts à être déclenchés. Là, je dois un grand merci à Givor, parce que là aussi, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Et puis, on conforte d'année en année avec des queues de budget pour acheter du matériel ou récupérer du matériel déjà utilisé. Tout ça dans l'idée de se dire, le jour où on aura besoin d'un chargeur de portable, dans une cellule de crise, on sera bien content d'avoir récupéré celui du portable qui était abîmé. Voilà, c'est du long cours. J'en conclurai là mon intervention et je vous remercie. Merci.